Comment va-t-on produire l'énergie du futur et surtout l'électricité nécessaire à de plus en plus d'applications, dont le chauffage, mais aussi le transport? C'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment, initiée par les pétroliers pour mettre le doute sur la voiture électrique. Mais finalement, puisque ces interrogations sont là, autant les traiter et démontrer ce que peut devenir le monde énergétique de demain en utilisant des exemples concrets qui fonctionnent déjà bien aujourd'hui. Cette vidéo est, je l'espère, la première d'une longue série d'exemples positifs pour notre avenir. Pour qu'elle ne soit pas unique, je lance ici un appel. Si vous avez des contacts pour me permettre de réaliser des visites dans des parcs éoliens, dans des barrages hydroélectriques ou dans une centrale nucléaire ou thermique même, je suis preneur pour que la série continue à vous informer sur l'électricité dont nous aurons besoin demain. Merci d'avance. Lorsque l'on pense énergie du futur, on pense renouvelable, mais aussi et surtout solaire. Voyons ce que cela peut donner à grande échelle. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Vous en avez pris l'habitude maintenant. Lorsque l'on parle d'histoire ou de découvertes dites modernes, mes recherches me mènent souvent des dizaines, voire des centaines d'années en arrière. Et il en est de même pour l'énergie solaire. Depuis l'âge de bronze, on sait utiliser le soleil pour produire et concentrer la chaleur. Pourtant, ce n'est qu'en 1839 que le célèbre scientifique Edmond Becquerel découvre l'effet photovoltaïque. Si son nom vous dit quelque chose, c'est sûrement parce qu'il est le papa du non moins célèbre Henry qui donnera son nom à une unité de mesure de la radioactivité. Lorsqu'il place deux couches de matériaux semi-conducteurs bien précis en présence de photons, donc de lumière, un étrange phénomène apparaît. Lorsque les photons sont suffisamment nombreux et assez énergétiques, ils frappent et arrache au hasard des électrons dans un des matériaux et le fait sauter dans l'autre. Enfin, c'est plus compliqué que cela en réalité, mais cette explication suffit à visualiser ce qui se passe ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc les pinailleurs, pas la peine, enlevez les mains du clavier, ça va très bien comme ça. Cela revient donc à transférer une charge négative d'un côté, tandis que le manque de cet électron, ou trou, charge la polarité du second matériau, qui devient alors positif. On a alors une différence de potentiel électrique entre deux plaques, une tension, et donc du courant continu. Il est alors possible d'utiliser cette tension pour en faire du courant alternatif via un onduleur, courant dont on pourra régler la tension en fonction des besoins avec un ou plusieurs transformateurs. D'un point de vue industriel, il aura fallu attendre la fin des années 50 et l'avènement du silicium à des niveaux industriels pour voir arriver les premiers panneaux solaires. Je ne détaillerai pas ici toute l'histoire des panneaux, elle est certes passionnante, mais tout de même un peu longuette. Pourtant, sachez tout de même que de nombreuses technologies sont en développement pour améliorer le rendement et la durée de vie des panneaux. Actuellement, le point sur l'état de l'art nous donne des chiffres approchant d'un rendement de 25% sur une durée de 25 à 30 ans avec un taux de retour énergétique de 5 à 10 pour les panneaux grand public et jusqu'à 35 pour les panneaux de dernière génération qu'on va voir aujourd'hui et qui équipent les centrales. Le taux de retour énergétique est la quantité d'énergie qu'une installation va permettre de produire au cours de sa vie comparée à la quantité d'énergie nécessaire à sa construction, son fonctionnement, son démantèlement et son recyclage. On le voit, le panneau solaire, c'est simple et cela permet de produire partout et à toutes les échelles. Mais ce n'est pas pour autant que toutes les installations se valent. On se rappelle tous la calculatrice solaire que nous offraient les banques, les magasins et les entreprises. Cela faisait fureur et beaucoup d'entre elles fonctionnent encore. Les panneaux utilisés étaient très basiques et leur rendement était très faible, mais suffisant pour ce qu'on leur demandait. On retrouve ces panneaux sur les batteries ou powerbanks à bas prix qui peuvent se recharger sur le rebord d'une fenêtre ou le rabat d'un sac à dos. Peu cher, ces petits appareils ont aussi peu de capacité, mais c'est bien normal puisqu'on leur en demande peu. Le but est juste d'avoir un peu de lumière et de recharger un téléphone portable, par exemple. Viennent ensuite les produits à la mode ces derniers temps. Les petits kits solaires faciles à mettre en œuvre avec ou sans petite batterie censés vous préserver de la coupure de courant cet hiver. Souvent vendues à prix d'or, ces solutions exploitent d'anciennes technologies très peu chères, mais aussi peu efficaces, et ne sont que des leurres par rapport à leur réelle capacité. Ce que vous payez, c'est surtout le beau packaging et le marketing. Pour alimenter une maison, il en faut bien plus.
Et si vous voulez une solution qui fonctionne vraiment, un bon kit de 3 kW crête minimum posé en toiture ou sur une armature spécifique sera nécessaire avec une batterie bien plus conséquente pour tenir quelques heures, voire quelques jours. Pour l'instant, toutefois, on n'a parlé que des solutions photovoltaïques individuelles. Elles offrent une garantie en cas de coupure de courant ou une économie sur votre facture si l'installation est assez grande. En revanche, pour permettre de rentabiliser au mieux une surface et apporter une réelle contribution au réseau électrique, il faut voir plus grand. Exit le panneau classique mono ou polycristallin, bonjour le panneau de nouvelle génération. D'un rendement supérieur au panneau grand public, un panneau de centrale sera moins sensible à la chaleur et à l'humidité tout en apportant une durée de vie bien plus grande que le panneau de Monsieur Tout-le-Monde. Ces panneaux dotés de films extra fins avec des matériaux spécifiques, comme le tellurure de cadmium, sont efficaces, mais bien trop chers pour les usages particuliers. Place ici également à des onduleurs bien plus gros, mais plus efficaces que les micro-onduleurs de votre kit solaire. Et à des installations permettant de réinjecter le courant dans le réseau électrique à haute tension. En complément d'un maillage d'installation individuel, ces centrales vont faire le gros du boulot de la production grâce à un usage ingénieux de l'espace, mais aussi des besoins des propriétaires fonciers qui hébergent les centrales. Depuis plusieurs années, Jonas Lemaître, abonné et fidèle ami du Choucroute Garage, réalise ce type de projet en collaboration avec la société Photosol. Il m'a convié pour la visite de l'une de ses installations avec l'aimable autorisation du créateur et gestionnaire. D'ailleurs, je voulais dire un merci spécial à Edith de Pontbriand d'avoir fait avancer le dossier d'autorisation en dernière minute avec un délai extrêmement court. Merci beaucoup. Construire et faire fonctionner une centrale solaire, c'est un peu plus compliqué que d'installer quelques panneaux chez soi, mais c'est un vecteur de développement local qui dynamise les territoires et offre un réel retour économique. Fondé en 2008, Photosol s'est donné pour mission de réaliser des ouvrages photovoltaïques de grande envergure. Aujourd'hui dirigée par Robin Uccelli et David Guinard, l'entreprise est à la tête de 252 MW crête de production répartis sur 70 centrales. Chaque centrale est une société créée spécialement pour le projet, garantissant la survie de chaque parc, indépendamment de la société qui a créé l'installation. Le secteur est réellement en devenir et les opportunités sont légion pour des projets dans toute la France. Photosol participe actuellement à 135 MW crête de projets en devenir et c'est loin d'être fini. Mais qu'est-ce qui fait le succès de la formule et comment gère-t-on un tel projet? Voyons cela avec Jonas. Bonjour Jonas. Enchanté. Content que tu nous aies accueillis ici. Alors, Avec plaisir. raconte-nous un peu où est-ce qu'on est là. Alors ici on est donc sur la commune de Montluçon, Ouais. sur le parking du parc des Expos. Ouais. Voilà, sur une ombrière qui a été entièrement créée par la société Photosol. Ok. Voilà. Donc ici on est sur le parking supplémentaire qui a été recréé exprès pour rajouter des places de parking et une capacité d'accueil du public. Et donc on verra sur les autres images l'autre partie du parking qui était déjà existant, qu'on a entièrement équipé. En fait, là, on est sous le parking qui est juste en dessous de nous et vous voyez l'autre parking devant. Exactement, c'est ça. On est sur des structures qui ont été installées par la société Heliowatt, qui est une société française. Une technologie de panneau de marque First Solar, 440 watts. Alors là, on est sur une surface d'un peu plus de 14 hectares. Sur les deux parkings ou... Sur les deux parkings. Ouais. On a augmenté, entre guillemets, la surface d'un peu plus d'1,5 hectare. On a augmenté la capacité d'un peu plus de 1300 places de parking également, à la demande donc du coup de Monève. Et on a également créé la structure qui nous amène à un peu plus de 15 MW de puissance installée. Voilà, ce qui va correspondre grosso modo à entre 15 et 16 gigawattheures de puissance annuelle, ce qui correspond à quelque chose près à 12 000 foyers hors chauffage, puisque c'est tout le temps comme ça que c'est calculé, ce qui correspond quand même à un peu plus d'un tiers de la population d'une ville comme Montluçon. Maintenant, c'est bien beau de produire tout ça, mais comment on fait pour l'envoyer dans le réseau? Alors, on va voir après les images. Donc aujourd'hui, tout ce qui est produit ici est renvoyé dans des postes de transformation. Et ensuite, on a créé un réseau entier qui va évacuer le courant vers les postes sources Enedis, qui lui va intégrer en tout cas par la suite la production dans le réseau. On renvoie tout directement dans le réseau. Exactement. Okay. Exactement. Là, on est vraiment sur une production
pure, avec un tarif de revente à la Commission de régulation de l'énergie. On est vraiment sur une production et revente. On n'est pas sur un modèle d'autoconsommation sur cette installation-là. D'accord. Et donc chaque rangée en fait a son onduleur. Exactement. Chaque rangée a son onduleur. Donc vous avez des fois des particularités en fonction des installations. Vous pouvez avoir un onduleur un petit peu plus général où on va venir raccorder plusieurs rangées entre guillemets de panneaux. Ou alors vous avez des installations où chaque infrastructure, chaque rangée possède son propre petit onduleur en bout de ligne. Ok. Bah on va aller les voir ces petits onduleurs en bout de ligne là. Tant qu'à faire. Bon, là vous voyez, il est là. Ça c'est l'onduleur. Voilà. Là on est devant le poste de transformation et ça c'est fourni par Enedis. Alors, aujourd'hui, tout ce qui va être vraiment infrastructure de production ou de raccordement, c'est porté uniquement par la société qui va produire. Donc là, en l'occurrence, Photosol achète, construit et produit l'ensemble des infrastructures. On a donc ce qu'on appelle un code-part unitaire à payer à Enedis. C'est un droit de passage de réseau, une taxe voilà, d'utilisation du réseau. Et ensuite, vous avez également l'infrastructure technique, donc tranchée, câblage, qui est entièrement à la charge de l'installateur de la centrale photovoltaïque. Il faut savoir que c'est un coût qui est vraiment important, le raccordement. Et aujourd'hui, ça peut vous faire chuter la rentabilité d'un projet par 2 ou par 3 en fonction de la distance au poste source pour évacuer l'électricité. Voire même, dans certains cas, remettre en cause totalement la faisabilité d'un projet parce que voilà, quand la distance est trop loin par rapport à la production, Okay. le projet économiquement du coup n'est plus viable parce que c'est un peu l'une des problématiques relativement importantes pour les producteurs de photovoltaïque, c'est d'avoir ce réseau à payer entièrement et c'est vraiment une charge qui est très très importante dans un modèle économique quand on crée une infrastructure comme ça. D'accord. Et finalement, on l'a vu avec l'investissement, avec le raccordement, ça coûte combien un parc solaire comme celui-ci? Alors, c'est assez variable. Là, on est sur des coûts de structure qui diffèrent un petit peu d'une centrale photovoltaïque au sol, d'autant qu'en plus, on avait des exigences légitimes en termes de contraintes techniques par les propriétaires du terrain pour l'accueil de véhicules peut-être des fois un peu plus hauts. Donc là, on a des hausses de structure qui sont quand même non négligeables en termes de surcoût pour une installation comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a comme besoin en maintenance sur un site comme ça? Alors aujourd'hui, il va y avoir 2 phases de maintenance. Donc la maintenance qu'on va appeler vraiment purement technique, donc avec 2 techniciens qui vont s'occuper de la maintenance pure des panneaux, avec une nacelle et une maintenance hivernale. Ça va nécessiter un petit peu vraiment deux personnes complètement sur le terrain qui vont s'occuper de ça. Et ensuite une maintenance entre guillemets plus d'agrément, donc avec un entretien paysager et une valorisation du parking au fur et à mesure, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il y a aussi la notion d'accueil du public sous des infrastructures comme ça. Par contre, en termes techniques, il n'y a pas plus de maintenance que ça. Par exemple, pour nettoyer les panneaux. Alors aujourd'hui, c'est tout le temps une évaluation d'un calcul de coût lié à un entretien entre guillemets mécanique de nettoyage du panneau. Versus entre guillemets le gain de production qui pourrait être généré par ce nettoyage-là. Aujourd'hui, les technologies de panneaux font que ils sont entre guillemets auto-nettoyants et que les pluies viennent suffire à pouvoir nettoyer entre guillemets le panneau. Si maintenant des aléas climatiques exceptionnels, comme on a pu avoir des tempêtes de sable ou des choses comme ça, où on pourrait venir regarder et constater une baisse significative de la production des panneaux, c'est uniquement à ce moment-là qu'on pourrait commencer à réfléchir à vraiment rentrer dans le détail du nettoyage. On met combien de temps à rentabiliser un parc comme celui-ci? Alors aujourd'hui, on est sur une moyenne de retour sur investissement entre 10 et 15 ans, on donne 12 ans comme moyenne. Maintenant, on est sur des technologies qui évoluent. Donc on peut avoir entre guillemets des bonnes surprises dans la vie de l'infrastructure, mais on peut aussi avoir des problématiques climatiques, des problématiques
de manque d'ensoleillement, des problématiques d'augmentation de température comme on a pu avoir, qui vont venir faire baisser la production des panneaux, des problèmes de maintenance. Donc tout ça est relativement théorique dans un premier temps, mais effectivement, on a aujourd'hui un retour sur investissement qui n'est jamais en dessous de 10 à 12 ans. Donc globalement, une centrale comme celle-ci, une fois qu'elle est installée, combien de temps elle va vivre? Alors, c'est variable, hein. On est aujourd'hui sur une moyenne d'utilisation, entre guillemets, de 25 ans. Les baux, en général, signés aussi bien sur de l'ombrière que sur de la centrale au sol, on est sur 25-30 ans avec voilà, un renouvellement de 2 fois 5 ans, 2 fois 10 ans. Aujourd'hui, on est sur une durée de vie et sur une garantie des panneaux qui va au-delà de 25 ans. C'était il y a encore quelques années, ce sera forcément plus d'ici quelques années. Et après, il y a un phénomène aussi de repowering, c'est-à-dire que les technologies de panneaux sont tellement évolutives que il y a rien qui nous assure qu'aujourd'hui, dans 25 ans, ce sera la même technologie de panneaux qui sera posée ici. Donc si dans 10 ans, on change la technologie de panneaux, ça veut dire que fatalement, la durée de garantie des panneaux se renouvelle avec le temps. Et on prolonge la durée de vie de la exactement centrale. la durée de vie de la centrale. Aujourd'hui, y compris sur de la toiture, sur de la centrale au sol ou sur de l'ombrière, on a de toute manière, voilà, chaque fois une synergie avec une différente activité, aussi bien commerciale, industrielle et bien évidemment agricole sur la centrale au sol qui se fait beaucoup et qui va évoluer dans le temps en suivant l'évolution des centrales photovoltaïques et des technologies de panneaux. En l'occurrence, ici, la centrale n'utilise aucun espace libre. Elle reprend un espace et le valorise en plus. On a non seulement d'un côté valorisé un espace qui n'était pas effectivement utilisé, et en plus, on a recréé un espace d'accueil public qui était demandé donc par la collectivité et par le parc des expositions et qui va venir encore une fois agrémenter les besoins demandés par le propriétaire du foncier. Là en l'occurrence c'était un parking, mais ça peut être, comme je l'ai dit avant, d'autres choses. N'importe quoi. Exactement. Donc en l'occurrence ici, c'est le solaire qui paye le parking du parc des expositions plutôt que la municipalité ou les impôts de tout un chacun. Exactement. Ici, ça a été entièrement, financièrement porté par la société Photosol, avec aussi, ça c'est important de le dire, une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif, cantonné en général aux riverains ou aux départements limitrophes, de manière à avoir un investissement participatif et local, donc la possibilité d'investir dans ce genre d'infrastructure-là. Et non seulement la société vient financer l'ensemble de l'infrastructure, mais également va pouvoir rétribuer un loyer en guise d'utilisation de l'espace qui va pouvoir être réinséré dans l'activité du site en question. Donc là, en l'occurrence, c'est le parc des expositions de Montluçon qui va pouvoir, par ce loyer, réinvestir dans d'autres infrastructures, créer de nouvelles infrastructures, financer de nouveaux événements. Et après, on revient sur l'agricole, sur le commercial. À chaque fois, on va pouvoir dupliquer l'utilisation de l'équipement, le loyer perçu. Et à chaque fois, on va rentrer pleinement dans la synergie de l'activité, soit créée directement, soit accentuée ou revalorisée, et déjà sur les activités qui sont déjà en place sur ce genre de site. Gagnant-gagnant, quoi. Oui, gagnant-gagnant. C'est un peu le but. C'est de toute façon ce que nous on vend entre guillemets au début. Les baux sont très longs, les projets sont quand même relativement compliqués à développer. Donc on a entre guillemets un partenariat qui va durer 25-30 ans avec les propriétaires de fonciers. Si on part pas sur du gagnant-gagnant de toute façon dès le départ, on sait très bien que c'est des projets qui sont voués à l'échec. Voilà. Ça marche. Bon, merci Jonas. Pas de rien. Merci de nous avoir accueillis ici. Puis, avec plaisir. Au plaisir de te retrouver dans une autre vidéo. Allez. Ce qui ne saurait tarder. On verra. Ça roule. Salut. Voilà, vous en savez désormais autant que moi sur le sujet. Un grand merci à Jonas et à Photosol de nous avoir permis de découvrir cette centrale. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.